Salut les amis. Aujourd'hui, j'aborde un sujet délicat, la dictature. J'entends déjà les voix contestataires me dire « Va dans ce pays et tu verras ce qu'est une dictature ». Ou encore « Si tu étais vraiment en dictature, tu ne serais pas là pour en parler ». Et moi, je leur répondrai qu'aucune dictature ne s'est installée en montrant son vrai visage. Rappelez-vous cette phrase de Verbalkind dans le magnifique film Usual Suspects. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Je rappellerai aussi la métaphore de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. L'eau est cette fois vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable. Elle s'affaiblit mais supporte la chaleur. La température continue de monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous définissions ensemble ce qu'est une dictature. C'est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne le ou les limite. Étymologiquement, ce terme vient du latin dictatura, qui désignait à l'époque de la République romaine une magistrature exceptionnelle qui attribuait tous les pouvoirs à un seul homme, le dictateur. De nos jours, le mot dictateur désigne plutôt un tyran. Selon Hannah Arendt, la différence entre une dictature et un régime totalitaire ne se situe pas dans l'ampleur de l'arbitraire, de la répression et des crimes, mais dans le degré de contrôle du pouvoir sur la société. Une dictature devient totalitaire lorsqu'elle investit la totalité des sphères sociales, s'immisçant jusqu'au cœur des sphères privées et intimes, famille, mentalité, psyché individuelle. Je sens que certains esprits vifs commencent à réagir. Faisons un peu d'histoire et parlons ensemble de l'Allemagne nazie. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais c'est sûrement le plus connu. Dans cette démonstration, nous ne parlerons pas des crimes commis par ce régime, mais de l'installation insidieuse et progressive de cette dictature. Le NSDAP, Parti national-socialiste des travailleurs allemands, issu du Parti ouvrier allemand créé en 1919, est restauré par Hitler en 1921. C'est un petit parti qui ne représente que 2,6% des suffrages aux élections de 1928 pour le Reichstag. Suite à la crise économique de 1929, des échecs de la République de Weimar, du nationalisme engendré par l'humiliation du traité de Versailles signé à l'issue de la Première Guerre mondiale le 28 juin 1919 et de la fragilité de la démocratie naissante, le NSDAP gagne en importance au fil des scrutins électoraux, jusqu'à obtenir aux élections parlementaires de novembre 1932 33,1% des voix. Ce résultat permet à Hitler d'être nommé chancelier du Reich le 30 janvier 1933. Il forme alors un gouvernement dans lequel les nazis sont minoritaires et ont en face d'eux des conservateurs bien décidés à les utiliser pour liquider la République de Weimar au profit d'un régime autoritaire traditionnel. En quelques mois, Hitler parviendra à s'emparer du pouvoir sans partage. Il utilisera l'incendie du Reichstag le 27 février 1933 pour interdire le parti communiste et faire arrêter ses leaders ainsi que ses 10 000 militants. Dès le lendemain, Hitler obtient du président du Reich, le maréchal von Hindenburg, des pouvoirs de police exceptionnels dans tout le pays et la promulgation du décret de la protection du peuple et de l'État, qui met fin aux libertés civiles garanties par la Constitution de la République de Weimar. Le 23 mars 1933, les députés du centre, le Zentrum, rejoignent les nazis et les conservateurs pour voter la loi d'habilitation, promulguée le 24 mars, qui confère à Hitler les pleins pouvoirs pour 4 ans et bien sûr, renouvelables en cas de besoin. Résumons les étapes de ce tour de force. La montée d'un parti, la prise du pouvoir, la destruction de l'opposition et la suppression des libertés individuelles dans la Constitution. Une dictature est née. Oh, je sais.
Vous vous dites que la période que nous vivons n'a rien à voir avec cette triste parenthèse de l'histoire. Et pourtant, pensez-vous que les Allemands, entre 1921 et 1933, croyaient cela possible ? Ils auraient pu être alertés par certains indices, mais n'ont pas réagi. Pas cru un seul instant que leur futur gouvernement en serait capable. Ces signes, nous les connaissons, et contrairement à ce peuple, nous avons la chance d'avoir accès à l'information, à condition bien sûr de le vouloir. Observons maintenant la situation de la France en se concentrant sur le dernier mandat présidentiel, à savoir celui d'Emmanuel Macron. Étape 1. La montée d'un parti. Macron n'a pas repris un parti existant, mais a créé le sien, la République En Marche. Les premières lettres de En Marche sont étonnamment ses initiales. Personnage égocentré ou le fruit du hasard. Ensuite, il y a eu ces mots pour présenter ce parti qui serait, je cite, ni de gauche ni de droite. C'était une belle stratégie pour siphonner les politiciens de droite et de gauche allant dans le sens du vent, et ainsi de déstabiliser les partis historiques qu'il nomme de l'ancien monde. Vient ensuite une période de recrutement d'adhérents pour prêcher la bonne parole. Ce sont des cadres citadins, du privé et de professions libérales dont les revenus sont aisés ou satisfaisants. Emmanuel Macron conçoit son parti comme un truc darwinien et dit « Les mauvais mourront, de la confrontation avec les autres, on verra ce qu'il ressort ». De ce Hunger Game politique, il ne pouvait sortir que les plus combatifs, prêts à écraser tous ceux qui se mettraient sur leur passage. Étape 2. La prise du pouvoir. Nous n'évoquerons pas son sens de l'honneur, car en tant que cadre du Parti socialiste, il était censé soutenir la seconde candidature du président François Hollande. Nous ne parlerons pas non plus du temps qu'il a employé à développer son jeune parti alors qu'il était en charge du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. Poste qui aurait dû occuper l'intégralité de son temps. Passons. Et que dire de la couverture de sa candidature à la présidentielle 2017 ? Il a fait toutes les premières pages de la presse et a été encensé par les médias mainstream. Quel autre candidat a bénéficié de ce coup de pouce du destin ? Était-ce l'intérêt de l'homme politique ou un système bien huilé qui se mettait en place ? Comment pouvons-nous encore parler de démocratie quand de telles stratégies viennent manipuler les masses ? Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République française. Étape 3. La destruction de l'opposition. Suite à son élection, Macron parle peu. Il évoque une présidence jupitérienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est un pouvoir exercé dans la verticalité, l'inverse de la démocratie qui, elle, est horizontale. Certains évoquent sa pensée complexe, que nous ne serions à même de comprendre. Viennent ensuite les élections législatives françaises de 2017. Sur les 577 postes de députés à l'Assemblée, LREM en possède 314, soit plus de la moitié. Un boulevard pour faire passer toutes les lois attendues par ceux qui l'ont aidé à occuper cette fonction. Dans notre magnifique République, avec 32% de votants, il est possible d'obtenir 54% des postes de députés, et ainsi de légiférer sans contre-pouvoir. Pas étonnant que les partis minoritaires réclament la proportionnelle. Cela soulève quelques questions. Un système qui met tout en œuvre pour rendre inopérants les contre-pouvoirs est-il une démocratie ? Pourquoi une minorité a la possibilité d'imposer des lois qui toucheront tout un peuple ? La légitimité des lois ne tient-elle pas à son acceptation par le plus grand nombre ? Rappelez-vous maintenant de la définition d'une dictature. Un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne le ou la limite. Quelle loi ou institution a le pouvoir suffisant pour contrer Macron ? Lui qui est un champion pour les faire passer par ordonnance, mais parfois l'ordonnance devient ennuyante, alors il y a le 49.3. Étape 4. Restreindre les libertés publiques et individuelles. Quel est le bilan de ces 3 premières années ? Ça a commencé par le mépris, en opposant les premiers de cordée à ceux qui ne sont rien. D'un réel sentiment d'injustice sont nés les gilets jaunes. Macron les déteste tellement qu'il a mis plusieurs mois à prononcer ces 2 mots. Il n'y a pas plus grand mépris que l'ignorance. Le droit de manifester, qui est pourtant inscrit dans la constitution de notre pays, est bafoué. Macron remplacera 18 préfets à des postes stratégiques pour faire appliquer les décrets limitant nos libertés et assurer une répression indigne de la France. Il parle alors de violence légitime. Afin de limiter le nombre de contestataires, on leur oppose une police toujours mieux équipée et plus violente. S'ensuivent des stratégies mortifères telles que la nasse et le gazage, sans compter ces jouets que sont les LBD, les Gli-F4 et autres matraques. Aujourd'hui, pour défendre ses droits dans la rue, il faut être sacrément motivé et courageux. Et puis, il y a eu le Covid-19. Rien de mieux qu'une bonne épidémie pour faire naître la peur.
et ainsi manipuler l'opinion pour faire passer des lois liberticides. C'est tellement bien fait que certains en redemandent. Cela va des confinements en passant par les couvre-feux, qui n'existaient plus depuis la Seconde Guerre. On a même vu une commune faire sonner la sirène de la mairie tous les soirs à 21h. J'imagine que le brillant esprit qui a eu cette idée sera en mesure de payer les soins des administrés traumatisés. Nous n'évoquerons pas toutes les dérives de cette gestion de crise, plusieurs heures de vidéo seraient nécessaires. Mais je suis obligé de parler de l'état d'urgence sanitaire, qui est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée en Conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire. Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles. Bien pratique. C'est ce qui donne au préfet le pouvoir de signer des décrets liberticides. Qui aurait imaginé un jour être obligé de renseigner un formulaire pour acheter une baguette ? Revenons à la répression. Aujourd'hui, la quasi-totalité des citoyens possèdent un smartphone et est en capacité de filmer toute dérive autoritaire. Dans ces conditions, il devient difficile de cacher les violences que subissent injustement nombre de citoyens de notre pays. C'est pour cela qu'une loi de plus vise à nous ôter ce droit. C'est la loi Sécurité Globale qui se chargera de nous punir d'1 an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 € pour toute diffusion d'images des forces de l'ordre en opération. Je tiens à rappeler que dans le code de déontologie des gardiens de la paix, car c'est ainsi qu'ils devraient s'appeler, ils sont au service du peuple et non d'un régime. À ce titre, il est normal que nous puissions les contrôler pour éviter toute dérive liée au pouvoir qui leur est confié. C'est tous ces éléments qui me laissent penser que nous glissons dangereusement vers une dictature. Peut-être me trouverez-vous alarmiste. Cependant, je crois que c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Notre République est aux abois et ne tient plus que par sa police. Vous savez ce que l'on dit, il n'y a pas plus dangereux qu'un animal blessé. Nous sommes face à 2 possibilités. Continuer dans cette dérive et perdre ce qu'il nous reste de liberté au profit d'une sécurité illusoire, ou que le peuple réécrive sa constitution et puisse ainsi avoir un réel contrôle sur les élus et l'avenir de la France. Soyons positifs, ils ne sont qu'une minorité et c'est à nous d'écrire notre avenir.